Professeur Erliki Ambokolo, nous nous retrouvons ici à Tervuren pour une série de conférences sur la lutte contre les discriminations au regard de l'histoire et de la mémoire coloniale, état des lieux. Sans préjudicier des conclusions qui sortiront d'ici, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces discriminations des Africains que nous sommes ici en Europe d'une façon générale? Oui, la première chose à dire, c'est le fait que cette réunion se tienne ici à Tervuren, puisque cet endroit est lié à l'histoire coloniale et que ça a été en quelque sorte le temple de la discrimination scientifique, intellectuelle, politique, contre lesquelles le combat est mené aujourd'hui. Et donc la réunion ici veut dire que non seulement la lutte contre les discriminations est légitime, mais qu'elle commence à porter des fruits puisque des endroits comme celui-ci s'ouvrent à ce genre de débat. Alors il est vrai qu'il y a un problème général à l'échelle de l'Europe, c'est l'ensemble des discriminations qui frappent pas les populations étrangères d'une manière générale, mais les populations venues du continent africain. On voit bien que les Asiatiques, les Indiens, les Chinois ont aujourd'hui droit, je dirais, à une certaine reconnaissance positive de leur rôle. Les latino-américains qui sont un peu moins nombreux aujourd'hui, idem, mais sur les Africains, il y a énormément de choses. Discrimination dans le langage, discrimination dans les discours, et évidemment dans les emplois, dans l'accès à l'enseignement, même pour les plus qualifiés d'entre nous, dans l'accès aux professions de la recherche et aux professions de l'enseignement et de l'enseignement supérieur. Donc il y a là un problème grave qui donc appelle plusieurs observations. C'est que... Dat is eigenlijk het belangrijkste dat ik hier wil zeggen. Voilà. En zoals bij iedere officiële opening zal ik ook eventjes het woord laten aan de grote meneer de directeur van het Koninklijk Museum die het Kappa-gebouw voor ons heeft opengesteld. Dus uw warm applaus eventjes voor Guido Grizeels. Bienvenue, Omrak. Bienvenue à cette conférence sur la lutte contre les discriminations au regard de l'histoire et des colonisations. Vous êtes maintenant à Tervuren, Omrak, et qui est sans doute en Belgique le symbole le plus marquant du colonialisme belge. Omrak a été établi et a été créé comme une institution pour la propagande coloniale, et j'avoue de dire que l'Omrak a contribué substantiellement à la création et la diffusion de stéréotypes concernant les populations de l'Afrique centrale. Mais depuis la fin de la colonisation, et surtout depuis 10 ans, l'Omrak a fortement changé. L'Omrak est maintenant un centre mondial de recherche et de diffusion de connaissances sur l'Afrique et surtout pour l'Afrique centrale. Nos missions sont la gestion des collections, la recherche scientifique, la diffusion des connaissances, la sensibilisation et la coopération au développement. Aujourd'hui, nous travaillons dans plus de 20 pays africains et chaque année, nous contribuons à la formation de plus de 550 scientifiques africains. Nous avons une collaboration très étroite avec les associations africaines. Il y a un comité COMRAF qui est composé de représentants élus des associations africaines en Belgique qui me conseillent dans tout aspect de gestion de notre institution. Et je tiens à saluer ici aujourd'hui Billy Kalonji qui a été un des grands moteurs au début pour initier cette collaboration et qui est maintenant vraiment structurelle. C'est donc dans ce cadre que le musée veut s'associer aux activités initiées par les diasporas africaines, portant sur tout travail de mémoire de cette histoire coloniale partagée. Je vais être bref, donc je vais terminer ici en vous souhaitant des discussions fructueuses et une très agréable
journée aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Monsieur le directeur, mesdames, messieurs les intervenants, chers invités, je suis particulièrement heureux de m'adresser à vous au nom du comité de pilotage du collectif des associations subsahariennes, au nom des 126 associations subsahariennes qui font partie de ce collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations. Trois grandes problématiques nous réunissent aujourd'hui au cœur de cette conférence, qui est le commencement d'un projet pensé depuis plus d'1 an et demi, la mémoire coloniale, la lutte contre les discriminations et les migrations subsahariennes. Ces problématiques font partie du défi de l'interculturalité que notre pays, la Belgique, s'est fixé pour un mieux vivre ensemble de toutes les populations qui cohabitent en son sein. Ces problématiques sont importantes pour les personnes d'origine subsaharienne, mais pas seulement. Elles sont aussi importantes pour l'ensemble de la société belge. Car si nous voulons relever ce défi sociétal qu'est l'interculturalité, la connaissance réelle de l'autre et de ce qui lie vraiment les uns aux autres est le meilleur moyen d'y parvenir. L'histoire de la colonisation et sa mémoire que partagent plusieurs familles, qu'elles soient d'origine subsaharienne ou non, nous lie depuis 20 ans, 2 générations successives, représentées au sein de notre comité de pilotage. Celle de Moïse Esso, de Billy Kalonji, de Sonia, de Malamine Fadiaba, et d'Yves Lodounou, ainsi que celle que je représente, la nouvelle génération, avec Sonia Moudessi, Mireille Robert et Omar Ba, investis activement dans l'associatif, ont fait le constat que cette histoire et cette mémoire et leur impact dans la société ne sont pas assez valorisés. Les associations subsahariennes actives sur le terrain ont également fait le constat du lien existant entre cette absence de valorisation et l'accentuation des préjugés et des stéréotypes menant aux discriminations. Les travaux scientifiques sur le sujet existent, mais ils ne sont pas assez vulgarisés de notre point de vue. Ils ne sont pas assez utilisés comme instrument de déconstruction de ces préjugés. Pour pallier à ce problème, les associations et certaines personnalités subsahariennes s'étaient tout d'abord reconnues et inscrites dans les objectifs poursuivis par les mouvements de lutte contre le racisme ayant une force dans la société civile belge. Mais malheureusement, elles se sont senties souvent déconsidérées et marginalisées. Sortant de cette expérience dont elles ont tiré des leçons, elles ont décidé d'agir par elles-mêmes, de prendre à bras le corps le travail concernant cette thématique et de les inscrire dans un projet dont cette rencontre est la première étape. La conférence d'aujourd'hui est le résultat d'un travail de terrain de plus d'1 année pendant laquelle le comité de pilotage a su rassembler les associations venant de Flandre, de Wallonie, de Bruxelles autour de ce projet. Cette conférence constitue par ailleurs une rampe de lancement pour un colloque international que nous prévoyons dans le courant de l'année 2013 sur les mêmes sujets et qui s'étalera sur 2 ou 3 jours. Le comité de pilotage a dans ce travail préparatoire rencontré le monde politique, associatif, institutionnel, dans toute leur diversité, afin de rassembler les éléments et les avis utiles au projet. Vous l'aurez compris, la démarche du collectif est universaliste et rejette toute forme de communautarisme. Et je vais inviter à tour de rôle les différents intervenants une fois que je vous les aurai présentés. Comme ça, nous savons exactement qui va nous parler aujourd'hui. Nous avons à peu près une bonne vingtaine de minutes de retard, une demi-heure sur l'horaire de départ. Nous allons tout de suite commencer Bambi, qui va donc nous présenter le thème qui vous a été annoncé dans le programme que vous avez tous reçu. Bambi, c'est à toi. Daarmee impliceren ze eigenlijk dat België zijn koloniale verleden heeft verwerkt. Dat koloniale verleden geen weerslag heeft op onze postkoloniale maatschappij en dat het dus een goed object is voor individuele nostalgie. In het nieuwe museum over de uitzetting van Joden en Zigeuners in Mechelen wil men doelbewust verliefd leggen met andere inbreuken op de mensenrechten, inclusief die in Leopolds Congo. Maar uitgerekend het museum dat Leopold II zelf gesticht heeft als instrument voor zijn koloniale propaganda en waarin slechts sinds 2005 wordt verwezen naar zijn verleden en de raciale segregatie en verschillende vormen van dwangarbeid tijdens de Belgische kolonisatie, zou onder een stoof moeten geplaatst worden. Alsof we met dit verleden in het zwijgen zijn gekomen,
terwijl in werkelijkheid het publieke debat erover nog niet eens ten gronde is begonnen. De eerste demografische studie over Congolezen in België, gepubliceerd door het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding in 2010, toont aan dat ze gemiddeld hoger opgeleid zijn dan witte Belgen, maar ook de hoogste werkloosheidsgraad hebben van alle groepen in België. Het is wachten op de eerste wetenschappelijke studie die deze schijnbare paradox ontleent en verklaart, maar laat ons zeggen dat we hier racisme en discriminatie als verklaringsgronden niet op voorhand kunnen uitsluiten. We hebben ondertussen al flink wat studies over de stereotype beeldvorming die Belgen hebben over Congolezen en Sub-Saharaanse Afrikanen in het algemeen. Maar het zou naïef zijn te denken dat er altijd en overal een direct verband bestaat tussen de mensen waarop Belgen naar mensen van Sub-Saharaanse origine kijken en hen bejegenen, ongeacht hun nationaliteit, geslacht, leeftijd, etniciteit, religie enzovoort. Wetenschappers mogen niet de fout maken mensen van Sub-Saharaanse origine te beschouwen als een enkele groep onder het mom dat ze toch allemaal zwart zijn en dus allemaal hetzelfde, of dat ze allemaal op dezelfde manier worden gezien en behandeld door de mainstream maatschappij. We hebben meer nood aan systematisch, kwantitatief en kwalitatief onderzoek over mensen die afkomstig zijn uit verschillende Sub-Saharaanse landen in de 3 regio's van dit land: Brussel, Vlaanderen en Wallonië, en dat liefst in historisch en vergelijkend perspectief. Een eerste en beperkte vergelijking van de schoolse en sociale situatie van jongeren van Congolese en Rwandese origine uit Brussel, waaruit zou blijken dat Rwandese jongeren het beter doen dan Congolezen, is in dit opzicht alleszins suggestief. Suggestief waarom? De manier waarop bepaalde groepen zich ogenschijnlijk beter integreren in de samenleving, hoe men die integratie ook definieert, heeft veel minder te maken met objectief waarneembare cultuurverschillen tussen de gastsamenleving en immigranten dan de meeste mensen denken. Het is een beetje ironisch dat antropologen, voor wie cultuur een kernbegrip is, er voortdurend moeten opwijzen dat de meeste mensen het belang van cultuurverschillen schromelijk overschatten. Het is een indicatie van het feit dat theorieën over biologisch determinisme zijn vervangen door theorieën over cultureel determinisme, die wetenschappelijk al even bedenkelijk zijn. Migratietrajecten, het feit tot de eerste of een latere generatie te behoren, de plaats waar men woont en naar school gaat, de vooroordelen van de gastsamenleving en de perceptie van immigranten op hun eigen situatie spelen vaak een veel belangrijke rol bij de integratie dan de vermeende cultuurverschillen. Om te besluiten, volgens Rudy van Doorslaer kon grondig wetenschappelijk onderzoek en een sereen debat over de Tweede Wereldoorlog in België zich pas ontwikkelen nadat de mensen die er direct bij betrokken waren verdwenen om plaats te ruimen voor nieuwe generaties die veel onbevangen staan tegenover deze historische periode. De recente publicatie van boeken die respectievelijk de betrokkenheid van het Antwerpse stadsbestuur bij de Jodenbevolking tijdens de Tweede Wereldoorlog benadrukken en de mythe ontkrachten dat Vlamingen die tijdens de Tweede Wereldoorlog gecollaboreerd hebben met de nazi's louter gedreven werden door hun geloof in de Vlaamse zaak, gekoppeld aan de constatatie dat deze boeken al bij al relatief weinig beroering hebben gewekt, lijkt te suggereren dat hij het wel eens bij het rechte eind zou kunnen hebben. Al valt in de huidige politieke context in Vlaanderen een backlash of tegenstroom niet uit te sluiten.
Laat ons echter optimistisch blijven en hopen dat de tijd nu rijp is voor een evenwichtig publiek debat met alle betrokkenen over het koloniale verleden dat België deelt met de DRC, Rwanda en Burundi, over de situatie van mensen van Sub-Saharaanse origine in België en over de relaties die er mogelijk bestaan tussen de problemen die zij dagelijks ondervinden en de manier waarop Belgen naar hen kijken en hen behandelen in het licht van het onverwerkte koloniale verleden. Deze conferentie wil daartoe alleszins al een aanzet geven. Ik dank u voor uw aandacht. Je vais sans plus tarder passer la parole à Antoine Chitongo. Bon, clarifions les concepts. D'entrée du jeu, la colonisation, pour moi, elle comporte trois aspects essentiels. Premièrement, il s'agit d'un discours. Il s'agit aussi d'une action et des institutions, voilà, au sens que Bourdieu a donné à ces termes. Comme discours, eh ben, ce discours il est diversifié. Le corpus du discours colonial, il est composé de tout ce qu'on a écrit, les récits des voyages, et en prélude même à la colonisation, les récits des explorateurs. Ça fait partie de ce vaste corpus. Voilà. Il n'y a pas que... il y a les discours scientifiques aussi. Nous sommes ici au musée d'Intervuren, qui est le prolongement de ce qu'il faut bien appeler les sciences coloniales, c'est-à-dire un discours à prétention scientifique qui avait pour objectif de définir le noir, de trouver la stratégie pour le dominer, voilà, et pour domestiquer l'espace africain aux fins de son exploitation optimale, bien entendu, au bénéfice du Nord, c'est-à-dire de ceux qui se considéraient comme supérieurs. Alors, lorsque nous parlons du discours colonial, il nous vient tout de suite à l'esprit les stéréotypes, mais il s'agit seulement d'une strate, d'une catégorie des images qu'on trouve dans le discours colonial. Les images sont beaucoup plus complexes que cela. Les stéréotypes ne sont qu'un aspect. Et certains stéréotypes étaient auparavant des images très fortes qui sont devenues, qui se sont un peu banalisées, voilà, qui se sont sécularisées, qui sont devenues populaires. Voilà. Donc il faut, lorsqu'on est devant une image, une assertion, il faut interroger ce qu'elle ne dit pas, ou ce qu'elle tente de cacher, ou ce qu'elle dit sans le savoir. Voilà, une image n'est jamais quelque chose de flottant, c'est toujours en relation avec cette triade-là, donc ça renvoie à un discours dit scientifique, même s'il n'est pas présent, ça renvoie à la légitimation même de la colonisation. Pourquoi est-ce qu'on est allé coloniser l'Afrique? Eh bien parce que, notamment en Afrique centrale, c'était les ténèbres, là-bas, les ténèbres de l'ignorance régnaient sur l'Afrique centrale. Il fallait dissiper les ténèbres de l'ignorance, amener la vraie religion, puisque les autres n'avaient que des superstitions. Il fallait voilà, apporter la civilisation, puisque les autres étaient censés être des primitifs. Donc tous les discours coloniaux, qu'ils soient scientifiques ou non scientifiques, ils reposent, ils s'articulent sur des binômes, sur des binarités qui sont restées, d'ailleurs, qui sont très radicales. On a d'un côté le sentier ancestral face à la route, la barabara du colonisateur. On a la pirogue traditionnelle à côté du steamer ou du vapeur. On a le civilisé face au primitif. On a le blanc face au noir. On a l'oralité face à l'écriture. Voilà, c'est comme cela que fonctionne le discours colonial. Et ce discours, parfois, il n'est pas très clair, parce qu'entre le blanc et le noir, par exemple, dans l'espace du Congo belge, il y a le métis.
ah ben, c'était une espèce d'être anormal. Il a fallu qu'on invente des théories, il a fallu qu'on écrive, qu'on se batte pour savoir ce qu'on allait faire des métis. Voilà. On a dû créer des écoles pour les métis, on a dû créer des associations pour défendre leurs intérêts, parce que tout simplement, dans cette idéologie, il y avait un manque. Le métis, il était là, il n'y avait pas de place pour lui. Voilà. Alors, les Congolais vont venir en masse après 1960, mais ils ont hâte de retourner chez eux parce qu'il y a du travail. Les Belges ont dû partir, il faut les remplacer, c'était facile. Donc ça, c'est la deuxième génération. La troisième génération, c'est la génération de ceux qui sont restés et qui sont devenus, pour les uns, des citoyens belges à part entière, puisqu'ils ont le droit de vote et qu'ils ont élu, d'ailleurs, contribué à élire des Congolais dans les différentes institutions. Et il y a les autres Africains qui sont venus grossir les rangs de la diaspora noire. Je ne sais pas pourquoi on dit subsaharien, parce que c'est un peu... Je trouve que ça connote un peu trop colonial, la différence entre le nord du Sahara et le sud. Bon, je prends ça pour moi. Ces trois étapes sont importantes pour comprendre que dans ce pays, en fait, on n'a pas prévu, il n'y avait pas une place acquise par principe pour ceux qui viennent d'ailleurs. Voilà, que ce soit des Congolais ou d'autres, il n'y avait pas une place. La colonisation s'est faite un peu dans les divorces. Voilà. Et il y a des conséquences aussi sur le plan de l'emploi, parce que c'est quand même un problème important pour les jeunes, dans les institutions scientifiques. Comment expliquer que jusqu'aujourd'hui, par exemple, au jour d'aujourd'hui, dans les universités, il y a si peu de jeunes comme professeurs, comme dans les sciences humaines, on se pose quand même la question. Il y a même des chaires, certaines chaires qui ont disparu pendant que le Congo était en crise. L'histoire, la linguistique à l'ULB, c'était très développé, ça a disparu comme si on se disait que cet africanisme belge qu'on a apporté à bout de bras, comme s'il n'avait plus de sens à un moment donné. Voilà, alors qu'il est très ancré dans l'histoire de la Belgique. Alors, juste une petite anecdote, je me suis retrouvé le 18 janvier dernier, il me reste combien de minutes À peu près 6. Ah, ok. À l'ULB, où était invité un Congolais illustre, comme mon vis-à-vis, qui est là, le professeur Elkia. Le professeur Modibé était invité pour la première fois à l'ULB. Eh ben, j'étais assis à ses côtés et il n'y avait pas de micro. C'était l'invité d'honneur de la conférence des jeunes chercheurs. On est allé le chercher aux États-Unis pour qu'il vienne donner quand même une conférence à l'ULB pour la première fois. Il n'y avait pas de micro. Il n'y avait pas de micro pour le professeur Modibé. Même pas de micro, pas d'enregistrement. Pour sa conférence solennelle qui a réuni tous les jeunes chercheurs de Belgique et des alentours. C'était quand même une situation un peu coloniale. Et merci au collectif d'avoir voulu associer à cette journée le monde de l'enseignement en général, mais en particulier celui du service de l'inspection que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, inspection des cours d'histoire. Je pensais tout à l'heure, en entendant le docteur Keppens, que je suis, à ma manière, pour certains enseignants, un peu aussi le père Fouettard. Malheureusement, j'entamerai mon intervention par un constat qui a alarmé la presse, mais aussi le monde politique, bien entendu, puisque le journal Le Soir, commentant une enquête qui avait été menée auprès de 3000 rhétoriciens en Flandre, comme en Wallonie et comme à Bruxelles, constatait avec effroi les lacunes dans les connaissances des élèves. Et un des sous-titres accrocheurs de ce journal était d'affirmer qu'un élève sur 4 sortant d'humanité de classe terminale en Belgique ignorait que le Congo fut une colonie belge. Constat alarmant, bien sûr. Je me souviens qu'à l'époque, le ministre avait tout de suite sommé l'inspection d'enquêter sur ce sujet. Et un constat alarmant qu'il faut quand même modérer, puisque
les titres de la presse, vous les connaissez comme moi, sont parfois un peu erronés. Et les chiffres réels de cette enquête montrent que 9 adolescents sur 10 au sortir des humanités ignorent effectivement, en Belgique, que le Congo a été une colonie. Ça reste, même pour 7 élèves sur 10, un constat tout à fait alarmant. En quoi reflète-t-il la réalité, celle que je peux rencontrer sur le terrain dans les classes d'histoire, ou celle que j'ai pratiquée? Quelle est la place, finalement, du fait colonial dans les cours d'histoire? Pour répondre à cette question, il est forcément nécessaire d'en poser une troisième. Comment, dans un pays comme la Belgique et en Fédération Wallonie-Bruxelles, fixe-t-on les contenus obligatoires à aborder au cours d'histoire? Ça se fait en 2 étapes. La première étape, c'est un référentiel, un ouvrage rédigé par des enseignants de terrain, des conseillers pédagogiques, par des inspecteurs, qui fixe un cadre obligatoire. Ce référentiel est commun à tous les réseaux d'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles et il a la particularité d'être soumis au vote du Parlement. Donc le pouvoir politique est associé à cela, puisque c'est lui qui donne le blanc-seing à ce genre de référentiel. Si on ouvre le référentiel d'histoire, il en existe pour toutes les disciplines, chimie, géographie, que trouve-t-on au sujet de l'histoire coloniale? Que trouve-t-on plus particulièrement concernant l'Afrique, les régions d'Afrique et le Congo? Dans ce référentiel, il y a des moments clés obligatoires, des passages obligés, comme certains disent. J'en repère 2. Un concernant le 19e siècle, généralement enseigné en classe de 5e année, et qui oblige les enseignants à parcourir le monde et l'impérialisme des pays industrialisés. Vous voyez que le mot colonisation n'apparaît pas. En classe terminale, en rhétorique, on voit apparaître le mot décolonisation, relation nord-sud. Ici s'arrête le prescrit. Un peu plus loin, au-delà de ces passages obligés, le référentiel oblige également la maîtrise par les élèves sortant d'humanité d'une série de concepts, parmi lesquels vous trouverez les éléments constitutifs d'un processus de colonisation, d'un processus de décolonisation, processus de type néocolonialiste ou politique impérialiste. Ces objets sont abordés comme des concepts, c'est-à-dire des outils de structuration des savoirs et des clés de lecture du monde. Nos enseignants sont sensibles à cela, mais il faut bien l'admettre, nulle part dans ce référentiel, même si on développe ces savoirs-outils, on ne voit apparaître, ne fût-ce qu'une fois, le mot Afrique. La procédure, si on peut ainsi dire, d'établissement du savoir en rapport avec l'histoire en communauté Wallonie-Bruxelles, est-ce que dans la construction de ce savoir, que ce soit à une étape beaucoup plus primaire qui est, comme vous disiez, la Bible qui passe par le Parlement ou au niveau des manuels scolaires, il n'y a rien qui est prévu pour éventuellement consulter d'autres personnes pour construire ce savoir que les professionnels que vous êtes, inspecteurs d'histoire? Parce que si c'est possible, alors dans ce cas, il serait bien que des consultants, professeurs et chercheurs d'origine africaine puissent participer, je ne dirais pas à cautionner et ou s'opposer, mais à contribuer à l'élaboration de ce savoir. J'ai une question pour Monsieur Adam. Merci beaucoup pour votre intervention. Je me demandais si vous aviez alors des pistes d'explication par rapport à cet écart observé entre les connaissances des rhétoriciens de cette enquête que vous avez énoncée et vos observations de terrain qui semblent dire que l'enseignement du fait colonial touche bien la question congolaise, etc. Merci. Jeanne Marie du CRIPEL, le Centre régional pour l'intégration des personnes étrangères à Liège. Ma question s'adresse à M. Adam. Comme nous sommes à la quête de la lutte contre les discriminations, je pense que c'est au niveau de l'enseignement
que cela peut déjà commencer. Donc je ne pense pas qu'on doit seulement essayer de mettre dans les cours d'histoire l'histoire du Congo, enfin de la colonisation, mais je pense aussi qu'il faut un peu parler de toutes les contributions des populations qui font partie de la société belge, donc bien sûr des Congolais, des Marocains, de manière à ce que les enfants, en étant encore assez jeunes, puissent aussi savoir que ceux qui vivent à côté d'eux ne viennent pas les voler ou prendre quelque chose qui ne leur appartient à eux seulement, mais que leurs parents ou bien leurs ancêtres ont quand même contribué aussi au progrès de la Belgique. Est-ce que ce n'est pas lié au fait que le roi Léopold II, à l'origine, ne voulait véritablement pas, n'ayant pas d'idéologie, il était dans une optique d'exploitation économique uniquement, donc pas d'assimilation et de construction d'un colonisé typique. Quelles sont les raisons qui expliquent en fait, est-ce qu'il peut détailler un peu plus cette névrose coloniale qui caractérise les Congolais aujourd'hui? Merci. Marcel Etienne, président de la commission Travailleurs immigrés de LGTB Wallonne. Alors, c'était une question pour le professeur Chiwikundi. Dans les présences, quelle place fait-on à l'histoire des militaires de la force publique engagés sur les fronts européens? Alors moi j'avais une demande de clarification par rapport à votre critique, monsieur Chitongo, par rapport à votre critique du qualificatif subsaharien. Ça m'intéresse parce qu'on l'utilise de façon très usuelle et c'est même indiqué plusieurs fois dans le programme. Et donc j'entends bien votre critique d'appellation coloniale géographique, mais si vous pourriez en dire plus par rapport à ça. Et autre élément, c'est merci beaucoup également à monsieur Adam pour votre exposé qui était très intéressant et qui nous permettait également de mieux restituer aussi cet enjeu de l'apprentissage de l'histoire du fait colonial, mais la réalité aussi, et plusieurs études l'ont montré, notamment la dernière de Jacinthe, qui montre aussi l'absence de reconnaissance au niveau identitaire qui est fondamentale. Et la question de la contribution de ces personnes est complètement déniée dans les manuels, dans les cours d'histoire. Je crois que la plupart d'entre nous qui avons eu des cours d'histoire n'avons pas eu malheureusement l'apprentissage de ces éléments-là, de la contribution de la migration congolaise pour ce pays, et puis également une critique du fait colonial belge au Congo. Merci. Nicole Grégoire, donc je suis chercheuse à l'Université libre de Bruxelles. J'ai une question pour M. Adam. Je me demandais le référentiel dont vous avez parlé, depuis combien de temps il existe sous cette forme-là, puisque pour avoir été rhétoricienne en Belgique il y a une bonne quinzaine d'années, je ne me souviens absolument pas d'avoir suivi un cours d'histoire avec... mais pas 2 pages, je veux dire, dans un manuel scolaire sur ces questions-là. Jacinthe Mazzocchetti, qui est à côté de moi, qui est chargée de cours à l'UCL, me dit qu'encore maintenant, en première année, les cours qu'elle donne sur ce sujet-là, les étudiants sont très très peu au courant, voire pas du tout au courant des questions coloniales et aussi des questions contributives dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, petite question, de quand date ce type de référentiel, enfin cette révision-là en tout cas. La place laissée aux contributions des migrants dans les cours d'histoire n'est sans doute pas suffisante quand elle est présente. Je parle des contributions des migrants. Il est clair qu'on ne peut poursuivre à la fois tous les lièvres, et je ne sais pas d'excuser les enseignants ici, mais il m'arrive très régulièrement, au moins une fois par mois, d'aller dans un cénacle comme le vôtre, mais là où on me demande pourquoi ne parle-t-on pas de l'histoire des femmes, pourquoi ne parle-t-on pas assez des immigrés italiens, pourquoi ne parle-t-on pas assez du nationalisme. Voilà, l'histoire, quand tout va bien, c'est 2 heures par semaine. Hein? Oui, en fait, ça n'est pas une question, c'est une observation. Est-ce que je la fais ou je laisse tomber? Voilà, il y a
quelque chose qui me frappe depuis tout à l'heure et qui renvoie à la différence du bagage qu'un Belge d'aujourd'hui et un Congolais d'aujourd'hui ont lorsqu'ils sont face à face et qui donne lieu à beaucoup de malentendus. Alors, ce que je vois ici, c'est qu'il y a plusieurs choses, à la fois cette ignorance dont M. Adam a fait état, mais aussi peut-être quelque chose de beaucoup plus fondamental qui est une sorte d'évacuation de l'histoire coloniale, disons de la perception de l'histoire de la Belgique. Ça, c'est une première chose, alors que paradoxalement, du côté du Congo, disons de l'observation commune de ce que l'on voit au Congo, on est frappé par le fait que la colonisation reste un fait fondamental dans la connaissance et dans la mémoire des gens. Si vous regardez par exemple la manière dont les gens parlent aujourd'hui, on distingue toujours le blanc et le noir comme des réalités permanentes. Et il y a d'ailleurs beaucoup de proverbes ou d'adages qui donnent au blanc une supériorité définitive sur le noir. Pour ceux qui parlent lingala, on vous dit toujours « Mundele azakaka mundele ». Le blanc est toujours le blanc par rapport au noir. L'autre, ça touche à beaucoup de questions, à la fois des questions de maîtrise de technique, de gestion de l'État, etc. Et si vous regardez la manière dont les gens sont identifiés aujourd'hui, c'est une identification qui pose problème, parce qu'on vous demande de dire votre tribu, entre guillemets, votre village, votre territoire et votre province. C'est-à-dire toute une série de nomenclatures et de classifications, un système classificatoire qui remonte à la colonisation. Et finalement, on dirait aussi que, là je rejoins un peu l'observation de monsieur tout à l'heure, dont on n'a pas discuté, c'est la perception de l'histoire du Congo qui est entièrement dominée par le fait colonial. Première partie avant les Blancs, deuxième partie sous les Blancs, troisième partie après les Blancs. Donc il y a là quand même, je pense, un déséquilibre dont nous devons tenir compte, dans la mesure où certains des migrants qui viennent en Belgique avec ce bagage-là dans la tête. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la contribution. Il faudrait sans doute que j'interroge mes collègues de l'enseignement fondamental. Mais votre crainte est réelle. Je pense qu'il n'y a pas que dans les écoles catholiques, que dans tous les établissements scolaires, et parfois jusqu'en rhétorique, on fait encore défiler dans les classes des Pères Noël, ou des Saint-Nicolas, pardon, bien blancs, et des Pères Fêtards bien noirs, même si parfois on change. Mais est-ce qu'il y a une directive qui interdirait ce genre de manifestation? Pas à ma connaissance. Non, effectivement, je n'ai pas grand-chose à dire, autre de dire effectivement qu'il me semble également important, comme Antoine a souligné, qu'on ne simplifie pas l'histoire et qu'on commence effectivement à la connaître. Et je crois effectivement que non seulement l'histoire coloniale est mal connue ici en Belgique, mais en général, effectivement, des liens qui existent historiquement entre ce qui s'est passé en Europe même et ce qui s'est passé donc, dans les colonies d'outre-mer. Donc voilà, mais je crois effectivement que c'est un début de cette conférence, de mettre cette question en évidence et de continuer le travail, probablement l'année prochaine, j'espère bien. Nous le ferons, merci. Et je terminerai avant de donner la parole à notre maîtresse de cérémonie pour dire à l'interpellation du collectif par rapport au plaidoyer qu'il y a des associations dans le collectif, au sein du collectif, qui ont déjà commencé ce travail. Mais de toute façon, c'est aussi le but de la conférence, c'est d'être alimenté de suggestions comme les vôtres, que nous désirons commencer ou non, et éventuellement de nous soutenir aussi concrètement par après. Merci en tout cas pour vous tous, et je vous donne la parole. Beste mensen, we sluiten
volgens mij horen jullie mij ook zo, hè? Of niet? Ja. We sluiten een zeer interessante voormiddag af, denk ik, hè? Waarbij het thema van de conferentie wat toegelicht werd en althans toch de historische bagage die we meedragen in een kritisch daglicht werden gesteld. We gaan ook verder, hè, dus het is niet genoeg. Maar wat we nu weten is dat vele processen niet gekend zijn, niet door de jongeren, niet door de... gewoon niet gekend zijn. Dat we uiteindelijk, wat we hier hoorden, dingen zijn die niet voorgekoud zijn in de geschiedenisboeken. Dus toch wel een belangrijk aspect om mee te nemen. En ik denk ook als voorbereiding, want we gaan vandaag nog wel wat discussiëren. Professeur Erlikia Mbokolo, nous nous retrouvons ici à Tervuren pour une série de conférences sur la lutte contre les discriminations au regard de l'histoire et de la mémoire coloniale état des lieux. Sans préjudicier des conclusions qui sortiront d'ici, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces discriminations des Africains que nous sommes ici en Europe d'une façon générale? Oui, la première chose à dire, c'est le fait que cette réunion se tienne ici à Tervuren, puisque cet endroit est lié à l'histoire coloniale et que ça a été en quelque sorte le temple de la discrimination scientifique, intellectuelle, politique contre lesquelles le combat est mené aujourd'hui. Et donc la réunion ici veut dire que non seulement la lutte contre les discriminations est légitime, mais qu'elle commence à porter des fruits puisque des endroits comme celui-ci s'ouvrent à ce genre de débat. Alors il est vrai qu'il y a un problème général à l'échelle de l'Europe, c'est l'ensemble des discriminations qui frappent pas les populations étrangères d'une manière générale, mais les populations venues du continent africain. On voit bien que les Asiatiques, les Indiens, les Chinois ont aujourd'hui droit, je dirais, à une certaine reconnaissance positive de leur rôle. Les latino-américains qui sont un peu moins nombreux aujourd'hui, idem, mais sur les Africains, il y a énormément de choses. Discrimination dans le langage, discrimination dans les discours et évidemment dans les emplois, dans l'accès à l'enseignement, même pour les plus qualifiés d'entre nous, dans l'accès aux professions de la recherche et aux professions de l'enseignement et de l'enseignement supérieur. Donc il y a là un problème grave qui donc appelle plusieurs observations. C'est que c'est en contradiction avec l'image que l'Europe donne d'elle-même et que chacun des États européens se donne d'eux-mêmes, c'est-à-dire un espace démocratique fondé sur les principes de l'égalité, de la reconnaissance du mérite et de la fraternité entre les citoyens. Donc c'est en contradiction avec ça. C'est en contradiction aussi, puisqu'il est question de l'histoire, avec ce que l'Afrique a représenté et représente aujourd'hui dans l'histoire de l'Europe. Les Européens ont tendance à dire que ce sont eux qui ont fait l'Afrique moderne, mais nous pourrions dire que c'est nous, les Africains, qui avons fait l'Europe moderne. C'est grâce à la traite des esclaves que l'Europe s'est enrichie et que le capitalisme commercial a pu se mettre en place. Ici en Belgique, des villes comme Liège n'auraient pas connu l'essor industriel qu'elles ont connu au XIXe siècle sans justement l'exportation des produits métallurgiques vers le continent africain. Et on peut dire aussi que, on a parlé de cours d'histoire, les deux guerres mondiales sont des guerres africaines. La première guerre mondiale a eu pour terrain non seulement l'Europe, mais l'Afrique, et la deuxième n'aurait pas été gagnée ni par l'Europe ni par les États-Unis sans la contribution africaine et sans en particulier la contribution congolaise. Donc, de ce point de vue, l'histoire est une des ressources essentielles. Mais ce qu'on voit ici, c'est que l'histoire n'est pas mobilisée là où elle devrait l'être. On nous a expliqué que dans les écoles, d'abord ça a un poids important, que les programmes, c'est limite, c'est pas exactement ce qu'on attendrait. Donc moi, il me semble, c'est ce que je voudrais expliquer tout à l'heure, que
je dis souvent, il ne faut pas laisser l'histoire aux historiens. Il faut que les associations s'emparent de cette discipline et de ce savoir et montrent que ce qui est fait jusqu'à présent, ça n'est pas assez, on en veut davantage, on en veut mieux et fassent des propositions adéquates. En 1960, quand tu as eu la série des indépendances, la plupart des dirigeants actuels, et en Occident et en Afrique, n'étaient même pas nés, parce que nous sommes avec des dirigeants qui ont la quarantaine, la cinquantaine. Qu'est-ce qui fait que ce préjugé qui venait de la période coloniale puisse subsister aujourd'hui? Les préjugés subsistent aujourd'hui parce qu'il y a toute une pesanteur extrêmement lourde. Il y a des livres qui existaient à l'époque qui continuent de circuler aujourd'hui. Il y a des livres nouveaux qui répètent les mêmes choses que dans le passé. Il y a ce que fait le cinéma, ce que fait la presse. La presse est très importante lorsqu'elle rapporte les faits africains. Les guerres qui ont lieu sur le continent africain sont souvent qualifiées de guerres tribales et ethniques. Une affaire comme la guerre qui se déroule aujourd'hui au Congo est réduite à la violence des individus, à la violence des soldats, des enfants soldats, mais on oublie de dire que sans le coltan, sans l'or, sans le diamant, sans le pétrole, il n'y aurait pas ces guerres. Donc il y a tout un environnement intellectuel, politique, qui fait que les préjugés demeurent. Peut-être, je dirais que nous-mêmes, intellectuels africains, nous ne faisons pas assez notre travail. Et les associatifs aussi, je pense que nous ne faisons pas assez notre travail pour combattre les préjugés. Il a été question des Juifs tout à l'heure. Vous verrez que dans les communautés juives, tout propos de caractère racial ou raciste appelle immédiatement des ripostes. Alors que dans notre cas, on laisse passer et on ne réagit pas comme il faut. Les acteurs noirs en Europe sont réduits à des rôles pour noirs. Enfin, toute une série de choses contre lesquelles il faudrait vraiment se battre. Moi, j'enseigne l'histoire aussi à l'université de Kinshasa et je suis frappé par le fait que beaucoup de livres que les jeunes gens lisent comportent des affirmations d'une gravité extrême. Et ces livres circulent parce que c'est pas contrôlé, parce que tout le monde s'en fiche un peu, parce qu'il n'y a pas l'argent pour acheter les équipements intellectuels modernes. Donc il y a véritablement un très gros boulot à mener. Vous avez pratiquement vidé ma dernière question, mais je la pose quand même. 50 ans après, pensez-vous que les Congolais ont coupé le cordon ombilical avec la Belgique? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'on ait coupé ce cordon parce que intellectuellement et presque psychologiquement, le pays des Blancs et donc la Belgique, c'est toujours quelque chose. Quand on dit « Ah, il est parti à Bruxelles », c'est mieux que de partir à Johannesburg ou de partir à New Delhi. Donc il y a toujours ce fait-là. Et je pense aussi que ça explique beaucoup de choses. Donc un ministre belge peut venir au Congo insulter les Congolais en disant qu'il n'y a pas d'homme politique sans que les Congolais réagissent. Et même de notre presse, la manière dont nous présentons les événements européens, quand vous lisez les journaux, vous écoutez la radio ou la télévision, nous disons de l'Europe ce que les Européens disent de l'Europe. Or, il faut inventer un discours africain sur l'Europe et le monde. Et donc, par exemple, je prends cet exemple-là, les transformations de la Belgique aujourd'hui en État fédéral, le fait qu'il n'y ait pas eu de gouvernement pendant longtemps, aurait pu donner lieu à débat et à réflexion chez un certain nombre d'Africains. Au lieu d'en parler en riant, on aurait pu en faire quelque chose. Donc là, il y a énormément de travail. Moi, personnellement, d'ailleurs, à l'UNIKIN, j'insiste pour que on enseigne l'histoire de l'Europe et de la Belgique à l'université, mais qu'on l'enseigne vu
par nous autres, pas à partir des livres d'ici, justement pour changer donc le paradoxe que je donnais tout à l'heure, où dans nos têtes domine l'imagerie issue de la colonisation, alors qu'ici on fait tout pour évacuer la colonisation, au point que ces gens se demandent mais qu'est-ce que les Africains sont venus faire ici, en oubliant qu'il y a à peine 50 ans, beaucoup d'entre eux sont allés en Afrique, et que la richesse de ce pays a été construite grâce à l'Afrique et au Congo. Ok, merci.